Oui, bien sûr. Alors, juste une petite précision, je ne vais pas rentrer dans des explications d'ordre méthodologique aujourd'hui pour éviter de vous perdre dès le début de ma présentation. Donc, je vais dès le début commencer à répondre aux questions d'Agnès. Après, si de votre côté vous en avez, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur le chat, soit à nous contacter sur le site de l'Observatoire. Alors, je prends juste la main sur les slides. Hop. Donc, il y a eu quand même plus de 1000 réponses à ce baromètre. Alors, pour répondre à la première question sur les profils des différents porteurs de cartes, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, combien de cartes ils ont et les tendances. Le premier chiffre que je souhaite mettre en avant, c'est que l'écart de comportement homme-femme est toujours présent au fil des années. Les femmes détiennent beaucoup plus de cartes que les hommes. Elles sont 59,1% à détenir plus de 10 cartes contre 39,4% pour les hommes. Alors à chaque fois, on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans les analyses. Donc, si on va plus loin, cette année, la distribution des femmes est sensiblement identique à celle qu'elle était en 2018-2019, même si par contre, on constate une baisse de 4 points de pourcentage sur les femmes à plus de 10 cartes. Et donc, il conviendra de surveiller dans le futur ce glissement des femmes vers la classe des 3 à 10 cartes. Certaines tendent à en abandonner. C'est une question auquel il conviendra de répondre dans le futur. À l'inverse, les hommes, eux, tendent à avoir de plus en plus de cartes. À chaque fois, donc là, je viens de parler des différences hommes-femmes. On a essayé de creuser sur chacune des questions, regarder s'il y avait des différences interindividuelles. Et donc, en l'occurrence, les personnes qui sont les plus jeunes ont tendance à avoir le plus de cartes et les personnes les plus âgées, le moins de cartes. Et il y a aussi des différences en termes de CSP, où ceux qui sont retraités en ont le moins et les cadres supérieurs en ont le plus. Alors, pour poursuivre, on constate que 75,7% des répondants ont souscrit à au moins un nouveau programme en 2019. Et ce chiffre, toutefois, est en baisse par rapport à l'année dernière, où ils étaient 83%, donc presque 10 points de moins. Il convient également de souligner qu'ils sont également 79,7, c'est ce qui est mentionné en bas, à avoir abandonné au moins un programme ou à ne pas en avoir utilisé un. Et donc, il semblerait finalement que les consommateurs aient abandonné plus de programmes qu'ils n'en ont souscrit en 2019. Autrement dit, la souscription se fait au détriment de programmes existants. Alors, cette tendance est d'autant plus forte chez les jeunes. Ils souscrivent à de nombreux programmes, mais ce sont également ceux qui en abandonnent le plus. Et à l'inverse, les personnes plus âgées souscrivent à moins de programmes, mais en abandonnent un petit peu moins. Donc leur balance est plus faible. Alors, les clients sont relativement fidèles, c'est ce qui a déjà été évoqué depuis le début de l'après-midi, notamment en termes de durée de la relation avec les marques. Toutefois, ils tendent à posséder la carte de fidélité des enseignes concurrentes, en tout cas de l'enseigne concurrente à leur enseigne préférée. C'est la question qui a été posée. Et on observe une progression par rapport à l'année dernière, où de plus de 5 points, vu qu'ils étaient que 54,6% à avoir une carte concurrente l'année dernière. Toutefois, et c'est ce que je vous ai mis à droite, le fait de posséder la carte d'un concurrent ne rend pas moins satisfait à l'égard de l'enseigne. Donc, autrement dit, c'est peut-être pas dramatique, mais néanmoins à surveiller pour voir là, finalement, la part, le taux de nourriture, est-ce que les consommateurs achètent beaucoup de produits chez la concurrence. Alors, sur les
conditions d'adhésion à un programme de fidélité, qu'est-ce que l'on peut dire? Depuis, Agnès l'a précisé, le baromètre, ça fait une dizaine d'années qu'il existe. Et la première année où cette question avait été posée, 28% des répondants déclaraient que quelqu'un, un membre du personnel, leur avait demandé s'ils souhaitaient souscrire au programme. Donc on voit que les choses ont quand même changé, que le personnel joue un rôle de plus en plus important, que ce soit le personnel de caisse ou les vendeurs. Alors, sur ces dernières années, on voit par contre que ça oscille autour de 85%. Et là, on n'observe pas de différence au niveau du sexe. Les jeunes sont un petit peu plus proactifs que les personnes d'au-delà de 54 ans, mais il n'y a rien de vraiment énorme en écart, ni au niveau de la SSP. Donc, c'est vraiment une tendance de fond qui touche tous les consommateurs. Alors, nous avons demandé aux répondants de nous indiquer quelles sont leurs attentes lorsqu'ils souscrivent à un programme. Donc, est-ce qu'ils veulent une carte plastique? Est-ce qu'ils veulent un livret avec les avantages du programme? Est-ce qu'ils veulent un premier avantage? Ou est-ce qu'ils veulent, par exemple, un message de bienvenue? Et comme l'a dit Fabien Durif ou même Jean-François, les clients sont assez pragmatiques et veulent avant tout, en premier lieu, un avantage financier, et ceci est valable quels que soient les consommateurs. Pour ce qui est de la carte plastique, on voit, et c'est intéressant, une petite baisse par rapport à l'année dernière. Il semble les consommateurs être moins intéressés à cette carte plastique. Et les plus attachés à la carte plastique sont les personnes les plus âgées, plus âgées, tout est relatif, la classe des 54 ans et plus. Alors, nos répondants, on est allé encore un petit peu plus loin, on leur a demandé quelles étaient leurs attentes en matière de fonctionnement du programme. Et donc, est-ce que les clients, en gros, ils veulent pouvoir choisir le moyen, le canal par lequel les entreprises prennent contact avec eux? Est-ce qu'ils veulent choisir le rythme des offres, les types de produits sur lesquels ils sont animés, ou même des règles de fonctionnement? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Les consommateurs ont envie, et cette tendance se renforce avec le temps, d'être acteurs de leur programme de fidélité. Et cette tendance est beaucoup plus forte, notamment chez les femmes par rapport aux hommes, et chez les 18-38 ans et les 39-54 ans. Pour ce qui est de la CSP, il n'y a rien de différent, de flagrant à ce niveau-là. En matière de reconnaissance à l'égard du programme, donc certes, les consommateurs veulent des avantages financiers, on l'a compris, ils veulent être acteurs, et ils veulent aussi, les programmes de fidélité peuvent avoir une dimension symbolique. Et donc, les consommateurs sont en quête d'une forme de reconnaissance. Ils ont envie d'avoir un statut de client exclusif, d'avoir un statut de client privilégié. Et cette tendance se renforce également avec le temps. Et encore une fois, les femmes semblent être les plus intéressées par cette dimension du programme de fidélité. Alors, pour changer, on a également demandé aux consommateurs s'ils avaient des craintes lors de la souscription d'une carte de fidélité. On avait introduit cette notion au moment de la mise du RGPD lorsqu'il est entré en vigueur. Et qu'est-ce qui leur ressort? C'est que cette tendance, les consommateurs ont certaines craintes. Ils sont presque 9 sur 10 à avoir des craintes. Et ces craintes semblent davantage de nature à amener à refuser aujourd'hui d'adhérer à un programme de fidélité. Alors, je parlais du RGPD, on voit par exemple la peur vis-à-vis de la revente des données a baissé de 7 points. On pourrait peut-être avancer comme hypothèse pour expliquer cette baisse qu'on en entend un petit peu moins parler qu'il y a quelques mois, et donc ça peut expliquer le fait que les gens en aient un petit peu moins peur.
Donc, toujours est-il que les consommateurs peuvent avoir un certain nombre de craintes, pardon, et donc les enseignes se doivent de poursuivre leur travail de pédagogie pour lever ces craintes, puisque si des craintes sont là, si un doute est là, il y a une personne sur 3 qui va refuser d'adhérer au programme de fidélité, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on doit les accompagner en leur donnant la carte, mais aussi les rassurer sur ce qu'on va faire de leur donner. Alors, nous, quand on gère des programmes de fidélité en entreprise, ben, on mesure un certain nombre d'actions, mais les consommateurs, dans le baromètre, on les interroge et quels sont les effets qu'ils perçoivent eux-mêmes de leur adhésion à un programme de fidélité. Alors, il y a plusieurs éléments qui ressortent, il y a plusieurs effets à mesurer. On dit souvent, la fidélité, il peut y avoir un volet comportemental et un volet plus attitudinal. Alors, si on s'intéresse aux effets sur le comportement, on voit très bien, dans le graphique, il est assez clair, le posséder un programme de fidélité tend à inciter à visiter le magasin et incite à acheter. Et plus un client utilise systématiquement sa carte de fidélité, plus il a envie de revenir et d'acheter. Donc, autrement dit, les enseignes doivent inciter absolument à utiliser les cartes. De manière contre-intuitive, ceux qui possèdent la carte d'une enseigne concurrente sont davantage incités à acheter dans les magasins de l'enseigne. Donc, autrement dit, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes invisiblement qui sont accros au shopping et qu'elles possèdent les cartes de à peu près toutes les enseignes, elles auront quand même envie d'utiliser leur programme. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ceux qui ont choisi la carte de fidélité car ils apprécient son programme de fidélité sont davantage incités à se rendre dans les magasins de l'enseigne. Par contre, autre élément, c'est que comme l'année dernière, il n'y a pas d'effet de la durée de la relation sur l'intention de visite et d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client, qu'il ait adhéré au programme de fidélité il y a 1 an ou il y a 5 ans, l'influence du programme de fidélité sur sa volonté de venir en magasin et d'acheter sera la même. Alors, si on va plus loin sur une autre facette des comportements, les clients qui utilisent leur programme de fidélité se sentent privilégiés de par les avantages qui y sont liés. Cette perception est beaucoup plus forte chez les femmes que les hommes, qui semblerait plus facile à satisfaire. Alors, petite précision, on a mesuré aussi bien la recherche, est-ce que les gens ont une appétence pour cette dimension statutaire, que la perception du statut privilégié qui leur est conféré par les enseignes. Et sur ces deux points-là, aussi bien ce qu'on recherche que ce qu'on perçoit, on retrouve des éléments très, très importants. Par contre, il n'y a pas de différence en termes de CSP. Pourquoi ma slide ne passe pas? Pardon. Ensuite, sur la composante attitudinale de la fidélité, donc on a demandé aux personnes de mettre une note de 1 à 7 s'ils se sentaient satisfaits, attachés à l'enseigne. Et donc, qu'est-ce qui ressort? Finalement, les gens sont relativement insatisfaits et attachés aux enseignes qui présentent des programmes de fidélité, notamment leur enseigne préférée. Et ce qui est le plus intéressant à souligner, c'est encore une fois que les femmes sont davantage satisfaites et attachées. Les personnes les plus jeunes le sont également. Et un élément intéressant, ce sont les personnes qui utilisent leurs avantages le plus souvent, sont les personnes qui sont les plus satisfaites et les plus attachées. En revanche, encore une fois, la durée de la relation n'a aucune influence sur la satisfaction, mais par contre, a une influence sur l'attachement. Donc, plus on a une durée de relation longue, plus il y a une forme de connivence qui peut se développer avec l'enseigne, et plus donc on sera attaché à celle-ci. Alors,
Nous avons, pour terminer sur ce point et les effets des programmes de fidélité, on s'est intéressé à est-ce que le fait de posséder le programme de fidélité a un effet sur la recommandation de l'enseigne et sur la recommandation du programme de fidélité. Donc là encore, les résultats sont sans appel. Il y a cet effet et avec quelques différences interindividuelles, encore une fois, les femmes et ceux qui utilisent le plus souvent leur avantage. Alors, une question peut-être beaucoup sur les enseignes qui mettent en place ou qui font évoluer leur programme, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dématérialisation des cartes? On a vu tout à l'heure qu'il y avait encore une part significative de consommateurs qui s'attendent à ce qu'on leur donne une vraie carte. Et quel est l'usage des applications, des wallets, des porte-cartes mobiles? Que déclarent les clients dans ce baromètre? Alors, le premier élément à souligner sur ce dilemme carte plastique, programme dématérialisé, c'est la question n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait l'espérer. Je vous ai dit, il y a 40% de personnes qui préfèrent une carte plastique, mais vous en avez 34 qui visiblement préfèrent un programme dématérialisé. Et si on creuse un petit peu plus loin, en fait, vous avez 32% qui n'ont finalement pas de préférence, qu'on leur propose l'une ou l'autre des options, ça leur convient. Et vous avez aussi des personnes qui veulent qu'on leur propose les deux options. Et il y a à ce niveau-là, je vous l'ai mis à droite, des différences interindividuelles. Les hommes sont sensiblement plus favorables à la dématérialisation, tout comme les plus jeunes, et les cadres sup et moyens. Donc, en conclusion, ces résultats me semblent inviter les enseignes à laisser à leurs clients l'opportunité de choisir entre ces deux systèmes de fonctionnement. Plutôt que d'en choisir un, laisser développer les deux et laisser aux clients la possibilité d'utiliser celui qu'ils souhaitent, puisqu'en fonction des situations d'achat, des fois on a la carte plastique, des fois on veut utiliser la carte dématérialisée. Alors sur les applications mobiles, qu'est-ce qu'on constate? Alors là, l'utilisation de l'application mobile de l'enseigne préférée. J'insiste sur cette nuance, puisqu'en gros, il y a un tiers des personnes qui ont l'application mobile de leur enseigne préférée. Mais si on parle de la deuxième enseigne préférée, ce pourcentage réduit drastiquement. Alors sur l'enseigne préférée, il y a une évolution linéaire au fil des années. Alors, il convient de préciser que sur ces 27% qui utilisent l'application, en réalité, il n'y a que 18% qui l'utilisent régulièrement. Il y a des personnes qui ont l'application mais qui ne l'utilisent pas régulièrement. Et l'autre élément à souligner, c'est qu'on a 33% des répondants qui disent être absolument pas intéressés par l'application, et un tiers qui explique que soit l'application n'existe pas, soit ils n'en ont pas connaissance. Donc, autrement dit, il y a deux idées à retenir de cette slide-là. C'est un travail de pédagogie des enseignes à faire connaître leur application, si elle existe, et si elle existe, à essayer de sensibiliser les clients sur les vertus de l'utilisation de l'application, comme des gains de temps, des économies financières ou d'autres types d'avantages. Alors, ce graphe, il me semble très parlant et intéressant. Qu'est-ce qu'il met en évidence? C'est le fait que les personnes qui utilisent l'application de l'enseigne, même occasionnellement, sont davantage incitées à se rendre dans les magasins de l'enseigne, à acheter et à se sentir privilégiées. Alors, on n'a pas les données comportementales, mais on pourrait presque faire un lien avec l'idée qui a déjà été développée à plusieurs reprises, que les clients multicanaux présentent davantage de potentialités pour les enseignes. Finalement, ceux qui aiment aussi utiliser les différents supports physiques et dématérialisés de la carte de fidélité semblent être davantage enclins à avoir une relation aussi bien comportementale qu'attitudinale vis-à-vis de l'enseigne. Alors, sur les applications porte-carte, qui était le dernier point de la question,
Et donc, pour étoffer notre compréhension de l'intérêt de digitaliser les programmes, on constate quoi, hein? Il y en a un petit peu plus de la moitié des répondants qui ne connaissent pas l'application porte-carte de leur téléphone. Alors, les personnes les plus accros au programme de fidélité sont celles qui connaissent le plus l'existence de l'application porte-carte. Alors, pour terminer et aller encore un petit peu plus loin sur l'utilisation des porte-cartes, hein, au-delà du fait de la connaître, on a demandé quelles étaient les utilisations qui en étaient faites. Et donc, il ressort que les clients s'en servent essentiellement pour enregistrer leur carte de fidélité. Donc, une fois encore, il reste un effort de pédagogie à faire pour faire comprendre les vertus de ces applications porte-cartes et notamment le fait qu'elles sont de nature à simplifier l'expérience en magasin. Et le dernier point que je veux souligner, c'est que ceux qui tendent à utiliser l'application de l'enseigne sont ceux qui tendent également à utiliser l'application porte-carte de leur téléphone. Et donc, ce résultat fait ressortir finalement que certains clients sont plus technophiles que d'autres, notamment les hommes et les cadres supérieurs. Ok, merci. Et chaque année, tu nous fais un petit décryptage avec des profils types pour constituer un peu les grandes familles de consommateurs et à quoi ils sont sensibles, comment ils se comportent. Donc, on est intéressé de voir celui de cette année. Oui. Alors, juste une précision méthodo, mais très brève sur cette typologie qui est faite. En fait, elle est réalisée sur la base des préférences des répondants pour les 3 principales mécaniques d'avantages en matière de programme de FID, donc les avantages différés, tout ce qui est remise immédiate, invitation spéciale, et enfin tout ce qui est plus service privilège. Et pour ceux qui nous ont suivis l'année dernière, on avait... Alors, pourquoi les slides ne passent pas? Ah, pardon, je vais y arriver. L'année dernière, on avait 3 catégories de consommateurs, les accros, les économes, les réfractaires. Et donc, grosso modo, on avait 50% d'accros, 25% d'économes et 25% de réfractaires. Et désormais, en fait, on a une partie des accros qui est devenue modérée, et tout comme une partie des économes et des réfractaires. Alors, si on va un petit peu dans le détail pour chacune de ces familles de consommateurs, de porteurs de cartes, les accros, elles étaient 51%, c'est ce que je vous disais l'année dernière, donc une baisse de 15 points. Et donc, on pourrait se demander si finalement les clients seraient un petit peu moins sensibles aux sirènes des programmes de fidélité. Alors, qui sont les accros? Ce sont des personnes qui aiment à peu près tous les types d'avantages, avec une surreprésentation des femmes. C'est dans ce groupe qu'il y a le plus de jeunes, mais il y en a significativement moins que l'année dernière. Donc là, je répète juste parce que c'est la subtilité. Donc, c'est dans ce groupe qu'il y a le moins de jeunes, mais significativement moins que l'année dernière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'une partie des jeunes, des accros de l'année dernière, en fait, sont devenus modérés et donc tendent à être un peu moins accros au shopping. Et c'est le seul élément, l'âge, qui explique ce glissement de la création des modérés. Alors après, juste je vous ai mis des chiffres à droite pour qualifier ces accros au shopping. Donc, ce sont les personnes qui ont le plus de cartes. Alors, on pourrait se dire, elles ont le plus de cartes, elles souscrivent le plus à des programmes, mais ce sont aussi celles qui en abandonnent le plus. Pour autant, elles ne les empilent pas nécessairement, puisque ce sont les personnes qui utilisent le plus souvent les avantages de leur programme. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire très brièvement sur ces personnes-là? Ce sont les moins craintives dans la relation, par exemple, à recevoir beaucoup de mails. Par contre, leur crainte concerne le fait que la carte soit payante. Ensuite, ce sont les personnes qui s'intéressent le plus à la customisation des programmes, à leur dimension statutaire, qui sont les plus attachées, etc. Bref, ce sont, en 2 mots, les personnes les plus accros au shopping. Si je passe maintenant à la deuxième catégorie de consommateurs, les modérés, il semblerait qu'il y a un petit peu plus d'hommes
que chez les accros et les économes, mais très peu. C'est la catégorie, en revanche, où il y a le plus de cadres moyens et supérieurs. Alors, que dire en quelques mots sur ces modérés, ils sont la catégorie de consommateurs qui souhaitent le plus avoir un programme dématérialisé. Ils sont en fait, pour les réduire et les qualifier le plus simplement possible, pour la plupart des indicateurs, ils sont un petit peu moins bien placés que les accros, mais un petit peu mieux placés que les économes et bien sûr la dernière famille des réfractaires. Je vais préférer m'attarder sur les économes. Les économes, ils étaient 26%, ils sont plus que 12%. Et en fait, ces économes-là, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'ils sont encore plus en quête d'avantages financiers que les années précédentes. Donc, ils portent vraiment leur nom encore plus qu'à l'accoutumée. Et donc, ces économes, qui recherchent, par exemple, ce sont ceux qui recherchent le plus un avantage initialement. Ils ont un certain nombre de cartes. Ce sont ceux qui utilisent le moins l'application de l'enseigne. Et ils sont désireux, je viens de le dire, d'avoir un avantage et potentiellement un livret. Alors sur ces économes, pour la qualification, je vous ai mis au niveau de l'âge et du genre. En termes de répartition homme-femme, ça change un petit peu par rapport à l'année dernière où il y avait plus d'hommes. Et donc, en fait, les hommes, une partie des hommes économes sont devenus modérés. Donc, c'est parmi les hommes économes qu'on explique la partie des personnes qui sont devenues modérées. Par contre, il n'y a pas de différence au niveau de la CSP. Alors, la dernière catégorie de consommateurs à évoquer concerne, hop, je passe à la slide suivante, si ça veut bien marcher. Hop. Voilà, les réfractaires. Alors, ces réfractaires-là, il y a une surreprésentation des hommes et des personnes, on va dire, de plus de 54 ans. Et eux sont les moins favorables au programme de fidélité. Ils ont même de moins en moins de programmes par rapport à l'année dernière. Donc, par rapport à l'année dernière, ils ont aussi souscrit à moins de programmes. Donc, ils sont un petit peu dans le moins par rapport à avant. Alors, pourquoi on peut l'expliquer? C'est juste que l'année dernière, en fait, ils étaient 25%. Et donc, en fait, ne restent plus que dans cette catégorie vraiment les personnes qui sont vraiment les moins attachées au programme de fidélité. Les autres sont passés chez les modérés. Donc voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement pour éviter de trop vous perdre avec cette typologie. On rappelle que ce baromètre, il a été fait avant le confinement, donc peut-être que c'est aussi les prémices des consommateurs éco-responsables qu'on a vu accélérer. Et il y avait dans ce baromètre des questions, donc est-ce que tu peux nous dire voilà, ce petit focus sur le consommateur éco-responsable au travers du baromètre? Donc effectivement, c'était la thématique de cette année. Alors, le graphique que je vous ai présenté, projeté à l'écran, met en avant les différentes classes dont on vient de parler. Et donc, en fait, les accros semblent être les consommateurs les plus éco-responsables, avec dans une moindre mesure les modérés. Et par contre, sur les produits locaux, le Made in France, on observe que les économes ont une perception plus ou moins identique aux accros et modérés. À l'inverse, les réfractaires sont ceux qui sont le moins intéressés par tous les items relatifs à l'éco-responsabilité qui sont mis en avant. Donc, comme vient de le suggérer Agnès, finalement, jusqu'à présent, on parlait de personnes accros au programme de fidélité, de réfractaires au programme de fidélité. Mais finalement, il s'agit de tendances comportementales qui apparaissent plus profondes.
finalement, les réfractaires ne sont pas simplement réfractaires au programme de fidélité, mais il semblerait qu'ils soient réfractaires au commerce de manière générale. Et donc, pour eux, ajouter une dimension éco-responsable à un programme va rester une technique marketing sans intérêt. Alors après, pour aller un petit peu plus loin sur cette slide, en termes de sexe, on n'a pas de différence. Et pour ce qui est de l'âge, il semblerait que ce soit les personnes les plus jeunes qui semblent les plus intéressées par ces priorités-là. Et ce résultat est finalement conforme à cette appétence pour les jeunes à d'autres types d'études. Alors, on essayait d'agréger tous les items que je viens de vous présenter pour essayer d'avoir un score de sensibilité à l'éco-responsabilité. Et donc, à l'exception d'une absence significative avec les employés, la catégorie des personnes qui sont sans emploi alors sans emploi involontairement ou involontairement, et les étudiants soient les plus éco-responsables. Alors, juste une petite précision, les regroupements ont été faits pour des raisons de statistiques. Il y a très peu d'étudiants, c'est pour ça qu'on les a regroupés dans les sans-emploi, que ça ne gêne pas la significativité, la pertinence statistique. Donc, il semblerait qu'en fonction de la CSP, on ne soit pas forcément sensible de la même façon à l'éco-responsabilité. Alors, enfin, pour terminer, on a deux éléments qu'on a mesurés. Est-ce que les consommateurs sont prêts à reverser une partie de leurs points fidélité à une association pour essayer de tester un petit peu la dimension altruiste du consommateur, tel que Fabien Durif l'évoquait tout à l'heure dans sa présentation. Et donc, il ressort que le consommateur n'est pas aussi altruiste qu'on pourrait le penser et qu'il utilise avant tout le programme de fidélité pour lui-même, puisqu'ils sont simplement 30% à déclarer spontanément être prêts à un tel geste. Il n'y a pas de différence en termes de sexe, d'âge et de CSP à ce niveau-là. Par contre, sur la typologie que je vous ai présentée, là, on observe quelque chose, à savoir que les accros sont les plus prêts à pouvoir envisager l'idée de verser une partie de leurs points à une association et que fort logiquement, les économes sont ceux qui déclarent le moins être intéressés par cette option. Les économes sont vraiment orientés vers eux-mêmes. Ils ont un programme de fidélité juste pour servir leurs propres intérêts et leurs intérêts financiers. Après, je me suis amusé à faire une petite analyse et il semblerait que plus on achète Made in France, plus on vient avec ses propres emballages, je vais y arriver, plus on est prêt à livrer des produits pour quelqu'un d'autre et plus on est prêt à reverser une partie de ces points de fidélité. Donc finalement, l'éco-responsabilité semblerait être un style de vie à part entière. On n'est pas éco-responsable juste sur un point, mais dans, j'allais dire, toutes ces facettes, toutes ces dimensions. Et le dernier point à évoquer concerne est-ce que les gens sont prêts à participer à une étude sur ce sujet de développer un programme de fidélité responsable. Et là encore, les gens, on constate des différences, et ce sont notamment les accros qui sont le plus intéressés par cette thématique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur ce baromètre de cette année. Une petite conclusion de synthèse, des petits conseils. Alors si je devais identifier quelques idées forces, donc la première que je vous mets en avant, les personnes tendent à avoir des avantages mais qu'ils n'utilisent pas nécessairement. Et ils tendent moins souvent à utiliser systématiquement leurs avantages, en tout cas par rapport aux années précédentes. Pour autant, le fait d'utiliser ces avantages donne envie de poursuivre la relation avec l'entreprise. Et donc, il semblerait qu'il faille jouer sur cet élément-là et donc inciter les personnes à utiliser leurs avantages lorsqu'elles en ont, bien évidemment. Le deuxième point, les clients tendent à avoir à posséder de plus en plus la carte de fidélité des concurrents. Pour autant, comme je vous l'ai dit, ce signal-là est à surveiller, mais n'est pas nécessairement pour le moment,
je précise, hein, inquiétant outre mesure, puisque les clients restent fidèles quand même, en tout cas achètent, ils sont incités de par la carte qu'ils possèdent à continuer à maintenir la relation. Le troisième point, concerne le fait que les clients, en cas de doute, refusent d'adhérer à un programme de fidélité. Donc, il faut lever les freins, les barrières, et donc faire ce travail de pédagogie que je vous évoquais tout à l'heure. Le quatrième point, ce sont que les clients, hein, recherchent des formats multi-supports, hein, c'est sur le rôle de la digitalisation du programme. Et donc, a priori, hein, il n'y a pas deux options possibles pour les entreprises. Hein, c'est pas soit noir, soit blanc. Hein, il faut proposer, hein, les deux options au consommateur et c'est lui qui choisira s'il veut une carte plastique ou une carte dématérialisée. Et enfin, hein, le dernier point, le consommateur est en quête de reconnaissance. Alors, il veut avant tout, des avantages financiers. Ça, c'est indéniable. Hein. Il y a l'aspect transactionnel, hein, qui est très fort, mais l'aspect, la dimension relationnelle, hein, du programme, cette reconnaissance qu'on peut lui proposer, peut être le plus qui va faire que le client va maintenir la relation avec l'enseigne. Voilà, j'en ai fini pour cette synthèse des résultats de cette année. Merci, Michael.